La polémique de ce début d'année autour de l'établissement Stanislas a permis de mettre en lumière une vérité qui se disait jusqu'ici à bas bruit. Oui, faute de régulation suffisante, l'enseignement privé sous contrat est confronté à un certain nombre de dérives. Oui, il est temps d'y mettre un terme. Comment concevoir que des établissements financés à 73% de l'argent public n'acceptent pas de se soumettre aux règles qui leur sont édictées pour bénéficier d'un contrat d'association avec l'État ? Lorsque nous avons examiné en 2021 le projet de loi sur les principes de la République, nous nous sommes prononcés en faveur d'un contrôle accru de l'instruction en famille au nom de la lutte contre le séparatisme et de la défense de nos idéaux républicains. Nous avons eu raison de le faire. Faisons preuve aujourd'hui du même courage pour lutter contre le séparatisme à l'œuvre au sein de certains établissements privés sous contrat. Les exemples mis en lumière par des enquêtes journalistiques, notamment publiées par Libération et Le Monde, ne manquent pas. Ici, un enseignant en Auvergne contraint de lutter avec son équipe de direction pour ne pas assister à une messe. Là, un établissement à Toulouse, où l'équipe éducative se voit refuser d'organiser la venue du planning familial. Un lycée à Compiègne, où la direction s'oppose à l'organisation d'une sortie pour voir le biotique sur Simone Veil. Dans plusieurs établissements, des temps religieux obligatoires pour les élèves comme le catéchisme ou la messe, alors que la loi impose leur caractère optionnel. Si les langues se délient peu à peu, l'omerta reste de mise, frappant aussi bien équipe éducative qu'élèves et parents. Un pas de vague puissance 10, pour citer un professeur exerçant dans le privé. Il est nécessaire de mieux objectiver l'ampleur de ce phénomène en commençant par 1. Étendre le système de signalement d'atteinte à la laïcité. Récemment interrogé à ce sujet, le ministère de l'Éducation a réaffirmé que seul le secteur public était concerné par ce dispositif. 2. Obliger les chefs d'établissement de l'enseignement privé à signaler tous les problèmes graves survenus dans l'établissement, ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, contrairement à leurs homologues du public, comme pointé par le rapport de la Cour des comptes publié en juin 2023. J'en viens à la question du financement, particulièrement sensible, dans un contexte où l'école publique est fragilisée faute de moyens et se voit reprocher d'être moins attractive que son concurrent. Les cas d'opacité et de contournement sont nombreux concernant d'une part les fonds privés, mais aussi et surtout les fonds publics, ce qui doit nous interpeller au regard de l'importance des sommes dont il est question, 8 milliards d'euros par an pour l'État. Ce montant correspond pour l'essentiel aux rémunérations des 142 000 enseignants qui sont, rappelons-le, des agents du public chargés de délivrer l'enseignement selon les règles et programmes de l'enseignement public, pour reprendre exactement les termes de la loi Debré. Or, les rapporteurs de la mission d'information sur le financement de l'enseignement privé menée à l'Assemblée nationale ont été saisis d'alertes concernant des heures de cours obligatoires, rabotées pour mettre en place d'autres activités comme initiation aux langues régionales, activités artistiques. Autre anomalie documentée par la presse régionale et locale, celle de chefs d'établissement n'effectuant pas les heures de cours qu'ils sont censés assurer et pour lesquelles ils sont rémunérés. Quand les heures ont bien lieu, c'est leur contenu pédagogique qui pose parfois question. Cours de SVT où l'on promeut l'abstinence, cours de français où l'on consacre plusieurs mois à l'étude de la Bible. Je n'oublie pas non plus l'argent versé par les collectivités, et en premier lieu par nos communes, contraintes, dans le cadre du forfait d'externat, d'allouer des sommes importantes aux établissements privés sous contrat pour rémunérer les personnels non enseignants et financer les dépenses de fonctionnement, et ce, sans disposer toujours de visibilité sur la façon dont ces fonds sont utilisés, en dépit des dispositions prévues par les textes. Une problématique financière encore aggravée par la loi pour l'école de confiance, qui oblige depuis 2019 les communes à reverser aux maternelles privées des sommes équivalentes à celles données à l'école publique. La Chambre des territoires ne peut qu'y être sensible dans un contexte où nos communes peinent de plus en plus à maintenir leur équilibre financier. Je pense aussi à l'échelon local, quand je lis dans le rapport de la Cour des comptes que la répartition des moyens alloués sur le territoire, trop centralisée, se conclut sans représentant des recteurs. Insuffisamment associés, ces derniers se retrouvent ainsi contraints d'accepter des ouvertures de classes qui leur apparaissent difficilement compréhensibles au regard de l'évolution des effectifs globaux d'élèves. À l'heure où les mobilisations se multiplient partout en France pour lutter contre les fermetures de classes dans les établissements publics,
Cette mécanique n'est pas entendable. On nous reproche toujours, lorsque nous mettons en cause l'enseignement privé sous contrat, de vouloir déclencher à nouveau la guerre scolaire. Cet argument veut nous faire oublier que le cadre légal qui existe d'ores et déjà n'est pas respecté, faute de volonté suffisante de la part des pouvoirs publics. Le rapport de la Cour des comptes l'explicite d'ailleurs dans des formules cinglantes, en évoquant un contrôle financier largement inappliqué, un contrôle pédagogique minimaliste et un contrôle administratif effectué seulement ponctuellement. Je ne reviendrai pas sur le sort qui a été longtemps réservé au rapport de l'inspection générale sur Stanislas. Le problème ne se limite pas à ce seul établissement. Même lorsque les inspections ont lieu, quelle garantie avons-nous que les rapports soient bien lus et surtout pris en compte? Une fois de plus, l'enseignement privé ne semble pas soumis aux mêmes obligations que l'enseignement public. Enfin, je conclurai en évoquant la question du recrutement et de la mixité sociale et scolaire, en net recul depuis 20 ans dans l'enseignement privé. Selon les chiffres de la Cour des comptes, le second degré de l'enseignement privé sous contrat accueille désormais une majorité d'élèves issus de milieux favorisés ou très favorisés, 55%, soit 23 points de plus que dans le public, et de moins en moins d'élèves de milieux défavorisés, une ségrégation qui impacte en miroir l'enseignement public. Pour citer le seul exemple de Paris, où cette logique est exacerbée, Julien Grenet, directeur de la recherche au CNRS et spécialiste de la question de la mixité sociale, témoigne d'une répartition où les écoles privées sous contrat comptent en moyenne 3% d'élèves issus de familles socialement défavorisées, contre 24% dans les écoles publiques. Pourtant, la loi Debré prévoit bien un accès pour tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. Faute de transparence, les établissements privés n'appliquent manifestement pas cette logique d'ouverture dans leur recrutement. Là encore, c'est la Cour des comptes qui appelle une meilleure prise en compte de la composition sociologique et du niveau scolaire des élèves accueillis pour déterminer les moyens alloués par l'État. Madame la ministre, l'enseignement privé sous contrat ne peut demeurer un État dans l'État et nous attendons de vous des réponses précises et concrètes. L'enseignement privé sous contrat, Madame la Ministre, est tenu par un contrat d'association qui garantit en théorie des engagements de sa part en contrepartie d'un large financement de la part de l'État, vous l'avez rappelé en termes de proportion, et prévoit d'importantes prérogatives en matière de contrôle sur l'utilisation de l'ensemble des moyens qui lui sont accordés. Toutefois, et nous allons en parler aujourd'hui, la Cour des comptes, dans son rapport de juin 2023 portant sur l'enseignement privé, a mis en lumière un constat alarmant. Les mécanismes de contrôle de l'État sont à minima limités, voire inexistants. Et je voudrais pointer ici 3 éléments. Le premier, le contrôle financier de l'État, censé être assuré par les directions départementales et régionales des finances publiques, est pointé comme largement inappliqué. Rares sont les établissements qui adressent leurs comptes aux directions territoriales des finances publiques dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Directions, dans le cadre de l'enquête de la Cour des comptes, ont indiqué que leurs services n'effectuent pas ces contrôles. Autre élément, le contrôle pédagogique réalisé par des inspecteurs académiques est jugé ici minimaliste, je cite encore par la Cour des comptes. Les professeurs délégués, équivalents des professeurs contractuels du public, et qui représentent 17% des enseignants sous contrat, sont rarement inspectés, ce qui compromet la qualité de l'enseignement dispensé. Par ailleurs, aucun inspecteur du second degré n'est chargé de vérifier les emplois du temps des élèves, toujours dans ce rapport. Autre point enfin, le contrôle administratif qui relève de l'inspection générale de l'enseignement, ainsi que les recteurs. Ce contrôle est trop sporadique pour être efficace et un contrôle destiné par exemple à vérifier qu'un professeur rémunéré par l'État n'enseigne pas sur son temps de service à des élèves d'une classe hors contrat ou encore que les emplois du temps des élèves respectent les termes du contrat. Autre point enfin, la Cour des comptes note que le suivi des contrats se révèle peu rigoureux, certains rectorats ne possédant pas les documents sur la base desquels les sommes conséquentes sont versées. Madame la ministre, le gouvernement doit mettre en œuvre au niveau des rectorats un programme des contrôles des établissements sous contrat en lien avec les directions régionales ou départementales des finances publiques. Et de surcroît, les responsables de l'enseignement privé se montrent favorables aux contrôles prévus par la loi. Que compte faire le gouvernement pour mettre en place, dans les plus brefs délais, les contrôles déjà strictement encadrés par plusieurs articles détaillés du Code de l'éducation dans l'enseignement privé sous contrat? Mon intervention va s'inscrire dans la suite des interventions de
mes collègues Lermytte et Fialaire, et ça vous donnera l'occasion de répondre à cette question du problème du financement des communes pour les écoles privées. En effet, ça a été rappelé, le Code de l'éducation prévoit la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l'État. Cette participation financière est calculée par le coût élève que nous avons décrit précédemment. Il a été très bien décrit sur des situations particulières en termes de niveau, mais moi je réinsiste, comme mon collègue Fialaire, sur le problème de ce mode de calcul en termes de dynamique. En termes de dynamique, dans un moment où les effectifs peuvent baisser dans certaines écoles publiques pour des effets démographiques ou parfois pour des effets aussi de transfert des écoles d'élèves vers d'écoles publiques vers les écoles privées. Et par conséquent, le coût élève augmente sous un double effet de l'augmentation des charges de fonctionnement, mais aussi du fait de la baisse des effectifs. Et ce n'est pas très technique, c'est une simple histoire de dénominateur et de numérateur et de proportionnalité. Et les communes subissent ce choix. Vous avez dit qu'elles prennent des délibérations, mais ces délibérations sont complètement contraintes parce qu'elles sont liées au coût de fonctionnement qui s'impose à elles. Et je pense notamment, par exemple, au coût de l'énergie. Et les communes ne décident pas de la variation du coût de l'énergie, par exemple. Donc, ce calcul, il est fait pour des écoles, pour des communes où il n'y a pas d'école publique sur la base de coefficients départementaux. Donc, des solutions existent. Les maires nous alertent sur ce point. Les fonctionnaires de l'éducation nationale nous disent aussi que ce calcul est inadapté. Donc, Madame la Ministre, nous attendons des réponses, pas forcément ce soir, puisque j'ai compris que c'était pas encore au point, mais vous serez obligés de reconsidérer cette question, y compris en termes de dynamique démographique dans les communes rurales notamment. Tout le monde finance l'enseignement privé par ses impôts, mais les chiffres indiquent que tout le monde n'y a pas accès. La proportion d'élèves très favorisés dans les collèges privés est de 40%, soit le double de ce qu'elle est dans le public. Un écart qui s'est creusé de près de 10 points en 20 ans, alors même que les effectifs sont stables. La part des élèves boursiers dans le secondaire est 3 fois plus faible dans le privé que dans le public. Il y a là un véritable séparatisme contre lequel nous devons lutter avec acharnement. Pire, une étude de 2014 menée par 3 chercheurs au moyen d'une expérience contrôlée, inspirée de la méthode du testing, a démontré qu'il existe à l'entrée des établissements scolaires privés une sélection ethnique. Malgré tous les protocoles, rien ne change. De fait, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de savoir comment les établissements privés sélectionnent leurs élèves, ni de contrôler les efforts qu'ils font ou pas en faveur d'une plus grande mixité. L'extension d'Affelnet ou la mise en place d'une plateforme d'inscription dans les établissements privés à l'entrée en 6e et en seconde permettrait d'avoir des données précises sur le profil des élèves qui candidatent et sur celui de ceux qui sont effectivement retenus par les établissements privés. Cette plateforme donnerait aussi les moyens à l'État de contraindre l'enseignement privé sous contrat à respecter ce contrat en accueillant tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. Y êtes-vous favorable, Madame la Ministre? Ce protocole, effectivement, Madame la Ministre, il a 2 ans. À l'heure actuelle, 2 ans, parce que c'est un de vos prédécesseurs, M. Papendiaï, qui l'a mis en place. D'accord. Très bien, donc vous engagez devant nous justement à nous donner des données, des informations, à pouvoir le partager aussi avec le monde universitaire, la recherche aussi, les chercheurs, pour qu'on puisse avoir une publicité aussi par rapport à ces informations. Je pense que c'est essentiel qu'on puisse avoir ça pour après gérer, et nous pourrons revenir vers vous à nouveau pour justement, j'espère après, prendre des mesures pour contraindre, parce que nous le savons déjà, nous avons déjà ces données et ces informations via des recherches. Et je pense que je pourrais vous les partager d'ailleurs pour pouvoir vous appuyer, mais que vous puissiez revenir dessous pour cette fois-ci faire respecter entre autres ces protocoles, mais de les contraindre. Parce que sinon, ça ne sert à rien de signer un tas de protocoles si à l'arrivée, il n'y a jamais, il s'assoit dessus en quelque sorte et il ne se passe jamais rien et qu'il n'y a aucune mixité. Donc on compte sur vous effectivement pour faire respecter cela. Finalement, Madame la Ministre, pourquoi est-ce que les élus socialistes ont initié ce débat de contrôle? Parce que l'opacité règne sur le financement de l'enseignement privé sous contrat. Et pourtant, l'État le finance. Ça a été rappelé, les fonds publics représentent 76% des financements de l'enseignement privé.
Je reprends le rapport de la Cour des comptes de 2023 parce que, quand même, un rapport de la Cour des comptes qui pointe un contrôle financier largement inappliqué, un contrôle pédagogique minimaliste et un contrôle administratif qui n'est effectué que ponctuellement par l'État, ça n'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Et l'État ne contrôle pas assez, contrairement à ses obligations légales. Vous nous avez annoncé, Madame la Ministre, une montée en charge des contrôles et nous nous en félicitons. Mais vous nous avez informé de 10 contrôles financiers en 2023 alors qu'il y a 7 500 établissements privés sous contrat dans notre pays. Vous voyez bien qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Les affaires médiatiques récentes, nombreuses, ont mis en lumière des dérives et peut-être un caractère systémique. Bien sûr, je pense à Stanislas et au rapport accablant de l'inspection générale pointant des dérives nombreuses dans l'application du contrat avec l'État. Obligation de suivre des heures d'enseignement catholique, classes non mixtes, activités séparées, genrées entre filles et garçons, et même des faits susceptibles d'être qualifiés pénalement. Mais Stanislas n'est qu'un exemple de ces dérives que nous finançons. Et déjà en 2022, la FEP-CFDT alertait sur la réduction du temps dédié aux disciplines obligatoires au profit d'activités diverses ou et à caractère religieux. Alors, vous nous avez dit que la proportion des élèves scolarisés dans l'enseignement privé et donc l'équité de financement n'a pas bougé depuis des années, et c'est vrai, et qu'il n'y aurait donc pas matière à s'alerter. Mais depuis les années 2000, la ségrégation croissante dans l'enseignement privé est devenue une sorte de bombe à fragmentation sociale dans notre société. Alors que la loi Debré précise que tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, peuvent avoir accès à l'enseignement privé, la ségrégation se renforce. Je redonne les chiffres. Les indices de position sociale publiés en 2022 par le gouvernement, contraints par une décision de justice quand même, on va se le redire, ont mis en lumière ce fossé social entre enseignement public et enseignement privé sous contrat. 74 d'IPS dans les collèges REP+, 106 dans les collèges publics hors éducation prioritaire et 124 dans les collèges privés. Dans l'enseignement privé, les élèves issus de milieux favorisés ou très favorisés sont désormais majoritaires. La part de ceux issus de milieux défavorisés a diminué, passant à 16% aujourd'hui. C'est cette ségrégation et cette forme de distorsion de concurrence vis-à-vis de l'enseignement public qui, aujourd'hui, nous intéresse. Alors, nous attendions des réponses. Nous avons eu quelques engagements de votre part, pas toujours de réponse. Vous nous annoncez le recrutement de 60 ETP supplémentaires pour effectuer des contrôles. Enfin, il y a 30 académies dans notre pays. Je redonne le chiffre. En Normandie, par exemple, un seul inspecteur académique pour contrôler 89 lycées et 4 collèges. Comment voulez-vous que les contrôles puissent effectivement avoir lieu ? Et la question, c'est finalement, quand est-ce que vous allez mettre en œuvre une vraie équité de traitement vis-à-vis de l'enseignement public ? Vous annoncez partout des nouvelles fermetures de classes et la baisse des DHG pour l'enseignement public, alors que l'enseignement privé sera, une fois de plus, encore largement préservé. Pour quelle raison l'enseignement public absorberait-il seul la baisse démographique ? Je ne vous ferai pas l'injure, Madame la Ministre, de vous renvoyer à la lecture du Monde d'hier sur l'impact à Paris, regardé, étayé par Julien Grenet, qui n'est quand même pas n'importe qui. Oui, le public aujourd'hui est le seul à être mis à contribution et pas le privé, et c'est une décision politique. Alors, on a parlé beaucoup ségrégation. Cette absence d'équité, vous l'aurez compris, elle pèse aussi sur les collectivités territoriales. Et il faudra avancer, Madame la Ministre. Je crois que nous l'avons pris collectivement comme un engagement avec les collègues de tous les bancs à qui vous avez répondu sur la question de l'impact sur le financement des collectivités territoriales. Parce qu'il y a un sujet, et on ne peut pas en permanence, pardon de vous le dire ainsi, opposer aux collectivités territoriales la baisse démographique quand ça arrange l'État et finalement nous laisser seuls à gérer nos difficultés quand la baisse démographique pèse uniquement sur les collectivités territoriales en matière de financement. CF intervention de Karine Daniel, Bruno Fialaire à l'instant. Je redonne un chiffre qui est parfait pour illustrer ceci, sur l'absence d'équité. Collège et lycée parisiens, un élève sur 5 n'habite pas à Paris selon le rectorat et le financement pèse sur la ville. Je ne reviens pas sur la question du choc des savoirs, largement décrié par l'ensemble des communautés éducatives. Je comprends quand vous nous dites que vous ne laisserez pas l'enseignement privé sous contrat ne pas mettre en œuvre les réformes du gouvernement, que vous aurez donc une politique spécifique suite aux propos publics tenus par l'enseignement privé sur son refus d'appliquer cette réforme. Je comprends donc que vous aurez une politique spécifique de contrôle à la rentrée pour vous assurer qu'il y a bien une égalité de traitement. En tout cas, merci d'avoir pris cet engagement.
Alors, Madame la Ministre, et pour conclure, à défaut d'avoir eu des réponses à toutes nos questions aujourd'hui, nous avons eu quelques engagements de votre part à continuer à travailler. Nous attendons surtout des actes. L'école publique a besoin de vous, Madame la Ministre. Elle a besoin de moyens supplémentaires et elle a besoin de la confiance de la part de l'État.